Donc Pierre Poli, bonjour. Je vais vous présenter, vous êtes le directeur artistique des Francopholies, c'est ça? Oui. Vous êtes donc depuis 2019. Absolument. C'est ça, je ne me trompe pas? Oui. Quel a été votre parcours pour en arriver là? Dites-moi comment on est arrivé aux Francopholies, les mythiques Francopholies. Écoutez, c'est une succession de rencontres, d'expériences professionnelles. Si vous voulez, moi, j'ai pas du tout fait d'études pour travailler dans la musique. C'est plus d'abord une passion. Pour faire court, j'ai été musicien à l'âge de 13-14 ans. J'ai monté des groupes, j'ai commencé à m'intéresser dans des assos pour organiser pour donner des coups de main, pour organiser des concerts, jusqu'à organiser mon propre concert. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait mes études en parallèle, mais quand j'ai commencé à travailler, je me suis vraiment demandé s'il fallait pas plutôt que je m'oriente vers un travail qui me plairait vraiment, puisque j'ai travaillé 1 an dans une banque. Je dénigre pas le monde de la banque, mais je me suis aperçu que voilà, on travaille toute sa vie, on dort, on mange, et puis si on fait pas ce qu'on aime, c'est quand même dommage. Donc je me suis créé des opportunités. Je vais passer des détails, mais je suis passé par plusieurs postes. J'ai travaillé dans des salles de spectacle, j'en ai dirigé certaines aussi. Une scène de musique actuelle, notamment en Bretagne, un zénith, le Zénith de Nancy. J'ai participé à la création de plusieurs festivals et fait de la production de concerts aussi beaucoup. J'ai aussi une société à côté d'édition. Voilà. Et en fait, finalement, le fait de ne pas avoir fait d'études là-dedans m'a finalement obligé un peu à en faire beaucoup plus pour me sentir peut-être légitime. Donc je pense que voilà, c'était comme une forme de boulimie du travail. Et puis cette opportunité au Franco s'est présentée il y a 4 ans, dans un plus grand des hasards. Et puis voilà, comme je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition, je me suis dit qu'il fallait pas que je refuse cette proposition-là. Donc j'ai foncé et je suis très content. Est-ce que ça se refuse? Je pense pas. Non, ça se refuse pas. Oui, non, bien sûr. Donc les Francopholies sont associés partenaires, je ne sais pas comment on peut dire, avec Essonne en scène. Partenaire. C'est partenaire, oui, on est c'est partenaire, tout à fait. Comment ça s'est fait et pourquoi avoir choisi justement d'être partenaire d'un festival en Essonne comme ça, qui met en avant les talents essonniens? En fait, mettre en avant des talents, ça fait partie c'est le gros du métier des Francopholies aussi. Depuis très longtemps, on a œuvré énormément pour faire émerger, pour accompagner l'émergence d'artistes. Nous-mêmes, au Franco, on a plus de 50-60% de la programmation qui sont constituées principalement d'artistes en devenir. Donc là, le projet qui nous a été présenté pour Essonne en scène par le département nous a vraiment séduit. Et puis le parc aussi, ce lieu qui est quand même assez exceptionnel, où tout de suite on a imaginé un festival comme celui-ci, avec une ligne éditoriale, une ligne artistique forte et singulière aussi. Voilà, ça s'est fait vraiment naturellement. La rencontre était évidente. Il y a eu, si vous voulez, une entente aussi sur les valeurs et l'esprit un peu du festival. Donc on a accepté avec plaisir. Là, du coup, c'est la 3e édition, oui. Puisque ça aurait dû être la 4e. Absolument. Mais bon, on sait tous ce qui s'est passé. Donc, il y a de plus en plus de monde, ça a beaucoup de succès, et notamment l'année dernière. Oui. Alors, c'était sur 3 jours. Là, oui. Cette année, sur 2 jours. Oui. Est-ce que vous attendez autant de monde en 2 jours que l'année dernière en 3 jours? Alors ça demanderait des calculs mathématiques, ouais. Là. Je sais pas. Vous n'avez pas ce que ça va donner. Déjà, ouais, des petits, puisqu'en fait l'année dernière, pour rien vous cacher, je venais d'être papa, donc j'ai pas pu venir sur le festival. Il y avait d'autres préoccupations. Non, je pense qu'en fait ça suit une suite logique d'un développement d'un festival en termes de capacité et en termes de billetterie. Je suis pas sûr que les 2 jours couvrent potentiellement les 3 jours l'année dernière, mais on est en tout cas dans une augmentation qui est un peu une augmentation logique. Il faut quand même plusieurs années pour qu'un festival, le temps qu'il s'ancre sur son territoire, qu'il se fasse identifier, pour qu'il puisse se développer sereinement. Donc non, on est plutôt dans quelque chose d'assez stable, et je pourrais même dire que ce qui est plutôt encourageant, c'est que cette année on est sur une année assez compliquée pour les concerts d'une manière générale, pour les salles et les festivals, où il y a des vraies difficultés de remplissage des salles et des festivals. Absolument. Donc on est vraiment confronté à une situation complexe, et il se trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et vous savez à quoi c'est dû? Parce que du coup l'année dernière ça a été explosion. Je pense que tout le monde avait envie de se retrouver autour de la musique et tout ça. Et là,
Ils se sont dit non, on ne veut plus sortir. Mais en fait, il y a eu beaucoup de reports de concerts, plus des nouveaux concerts, plus des nouvelles tournées, stades. C'est-à-dire que ça s'est bousculé. Plusieurs festivals. Voilà. En fait, il y a eu 1 an et demi de concerts concentrés en 8 mois. C'est ça. Avec des nouveaux festivals, des nouvelles tournées, etc. Donc simplement le public a, pour un panier plus ou moins équivalent de concerts, ont dû faire des choix, et on va dire que l'augmentation du nombre d'événements se traduit par une diminution du nombre de spectateurs par événement. Et puis peut-être qu'il faut aussi un certain temps pour que les gens reprennent vraiment goût à sortir régulièrement. Et puis le contexte aussi économique, politique était assez fragile ces dernières semaines. Donc on pense que c'est une conjonction de tout ça qui fait qu'on a un peu plus de mal encore à aller chercher les publics. Mais ça dépend des événements. Voilà, les événements qui s'en sortent bien, d'autres un peu moins, c'est vraiment variable. Et c'est pour ça que vous avez fait que 2 jours cette année au lieu de 3 ? C'est par rapport à ça ? Non, c'était simplement une volonté de se concentrer sur 2 jours, puisqu'au départ le festival avait été décalé sur le mois de septembre. On savait qu'il fallait qu'on revienne en juin. On préfère. Nous, on est très partisans au Franco de démarrer, on va dire, progressivement, de ne pas vouloir aller trop fort, trop vite. Et là, on s'est dit que le retour post-Covid, sur une période qui allait rechanger puisqu'on revenait sur ce mois de juin, pouvait être compliqué, donc on a préféré revenir tranquillement, sereinement. Et du coup, le laps de temps a été beaucoup réduit puisque septembre et là en juin, il n'y a pas eu une année complète en fait. Non, du coup, non, du tout, mais c'était par prudence. Ok. Qui décide des têtes d'affiche et qui choisit les têtes d'affiche, qui les consulte, et est-ce qu'ils disent oui tout de suite ou est-ce qu'il y a un peu de réticence encore du fait que c'est un festival plutôt jeune ? Est-ce que vous arrivez facilement à les convaincre de venir ? Alors ça, c'est mon rôle en tant que directeur artistique. J'ai en charge la programmation des festivals, donc en effet ça passe par le choix. Alors pour ce qui est des centres en scène, on discute beaucoup avec le département, on leur soumet des idées. Moi on a une vision au sein des Franco assez claire de l'actualité musicale, de qui pourrait être susceptible de venir, des conditions, etc. Des périodes de tournée, on sait que cet artiste-là sera en actualité. Et donc après on soumet ces idées et puis collégialement on décide de prioriser, se dire cet artiste-là serait vraiment bien, celui-ci le lendemain, et après on passe par des échanges avec leur entourage, mais le fait qu'en effet ce soit l'équipe des Francopholies qui accompagne Essonne en scène, ça rassure en tout cas les producteurs en disant effectivement on se connaît assez bien, on est en confiance, donc on a probablement plus de facilité à les convaincre de venir. Certainement. Les artistes émergents et les artistes locaux qui sont là par exemple cette année, est-ce qu'ils peuvent avoir la chance d'aller sur les Francopholies de La Rochelle, d'être programmés aussi sur les Francopholies de La Rochelle ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que oui ? Absolument, rien n'est à écarter dans ce genre de situation, puisque je fais partie de plusieurs jurys comme ça où on écoute beaucoup d'artistes locaux, je programme plusieurs festivals, et en fait quand je repère comme ça des artistes que je trouve vraiment bons, pertinents, et après j'essaie de les voir sur scène aussi pour voir, puisque avec la période de Covid on avait relativement peu d'images de certains projets. Oui, quand il y a des coups de cœur, je ne compte pas, je compte pas, c'est une évidence que si à un moment donné ça doit coller à un événement, c'est que l'artiste m'a plu et que je vais essayer de le faire effectivement au Franco de La Rochelle, mais ça c'est comme ça pour le travail que je fais tout au long de l'année. Est-ce que un artiste aujourd'hui qui même indépendant, sans label, sans salle, même s'il y a le RIF qui les repère quand même, qui est là, est-ce qu'il a la chance d'être programmé s'il fait la candidature sur Essonne en scène ? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit accompagné ? Est-ce qu'il faut qu'il soit aidé d'un organisme comme le RIF par exemple ? Alors c'est toujours mieux parce que le RIF joue ce rôle avec les différentes salles et accompagnateurs de repérage, et puis ils ont la capacité de voir l'artiste sur scène, parce que comme nous on propose du live, c'est toujours un peu compliqué de se positionner sur un artiste juste à l'écoute, même si on se dit que ça peut être vraiment super, mais ça m'est arrivé vraiment assez régulièrement, ça m'est arrivé assez souvent d'entendre quelque chose que je trouve vraiment super, et puis sur scène de me dire c'est peut-être encore trop tôt.
Voilà. Et en fait, ça. le danger de ça, c'est qu'on met tout le monde en danger. L'artiste, on va le traumatiser, le public, ça va pas lui plaire, ils vont garder un mauvais souvenir de ce concert. Donc on fait attention à ce qu'on soit certain que ça colle à peu près au niveau de la carrière de l'artiste, au moment où il en a le plus besoin. Mais évidemment, n'importe quel artiste, même s'il a aucun entourage, absolument, il a sa chance. À l'écoute, on peut être très surpris par un artiste. Il faut juste qu'on puisse voir ce que ça peut donner en live. Mais ça nous est arrivé sur ces dernières années de sélectionner des artistes locaux qui n'avaient pas particulièrement été repérés ni vus par des membres du RIF. Et du coup, on y est allé quand même, quoi. D'accord, ok. Là, on est encore sur l'édition 2022 qui commence, là, on entend, sur la scène. À quel moment vous allez commencer à préparer l'édition de 2023 ? Je commence déjà en fait. Okay. Oui, je commence. Ça fait déjà des mois que j'ai commencé à travailler sur certaines programmations de festivals, puisque on est parfois un peu dans l'anticipation. C'est le Covid qui nous a un peu obligé ça, l'anticipation, sans pour autant aller trop vite. Je sais qu'il y a encore des choses qui vont beaucoup bouger cet été, mais je place quelques pions à quelques endroits. J'essaie de sécuriser quelques artistes sur certains festivals pour me dire que voilà, à la rentrée, il suffira presque que de les confirmer pour pouvoir s'assurer de leur disponibilité. Mais ça, c'est un travail qui est fait tout au long de l'année, à vrai dire. Oui. Ouais, dans le repérage, comme dans les discussions avec les artistes majeurs. Oui, parce que eux, il faut voir par rapport à leur promo, j'imagine, et ce qu'ils ont aussi dans programmation. La promo, ils sont obligés aussi de beaucoup anticiper pour projeter leur stratégie de tournée. Certains décident de faire des tournées de Zénith en fin d'année et en début d'année prochaine, mais volontairement, ils le font assez loin des festivals pour éviter une concurrence avec les festivals. Enfin voilà. Donc ça leur oblige à avoir des schémas de réflexion qui sont assez lointains. On est globalement sur 1 an et demi minimum de vision sur un peu l'actualité et la stratégie de l'artiste. Ok. À votre avis, qu'est-ce qui fait un bon festival ? Qu'est-ce qui fait qu'un festival va marcher et voilà. Alors pour moi, c'est au-delà de la programmation. Beaucoup d'études nous montrent qu'en fait, un public sur 2 vient pour l'ambiance, pour l'esprit, pour les valeurs du festival, pour ce qu'il propose, comment on s'y sent, comment on l'a vécu, comment on le vit comme expérience spectateur, au-delà d'une simple programmation. Évidemment, une programmation, des choix d'artistes vont faire venir des fans, ou des fois il y a des festivals qui n'existent que par des artistes découvertes, émergents, mais c'est vraiment la ligne éditoriale, le lieu. Et c'est vrai qu'en l'occurrence pour le Château de Chamarande, c'est quand même un sacré plus. Enfin, je le dis parce que quand j'écris à des agents d'artistes en leur présentant le festival, en leur montrant nos after movies, enfin les vidéos du festival, les photos et tout, on sent qu'ils sont séduits par ce que dégage le lieu et l'histoire, et l'histoire qu'on leur raconte. Donc je pense que pour le public, c'est à mon sens ce qui fait vraiment la réussite d'un festival, c'est son tout en fait, c'est sa qualité d'accueil, le fait qu'on s'y sente bien, qu'on y ait vécu une belle journée, qu'on ait envie d'aller entre amis ou en famille, et puis évidemment aussi des artistes qu'on a envie de voir sur scène, bien sûr, dans un état d'esprit qu'on a envie de défendre. On voit bien que les publics, parfois même il y a cette notion, presque le public peut s'identifier à un festival. C'est presque un marqueur sociétal, puisque notamment chez les plus jeunes, ils n'ont aucun problème à se prendre en photo et à dire sur les réseaux sociaux « j'étais là ». J'ai vécu ce festival, j'ai vécu cet instant-là avec cet artiste-là, donc j'associe mon image et mes valeurs aux valeurs de ce festival. Et voilà, une fois qu'on a décrypté ça et qu'on a posé les bases de ça dans un projet de festival, on part déjà sur de bonnes bases. Alors, il ne s'agit pas d'aligner 4 têtes d'affiche et de vendre des bières, des coca et des sandwichs pour faire un bon festival. Ça n'existe, c'est compliqué quand même. Pierre Pauly, merci beaucoup. On va vous souhaiter un excellent festival pour cette année. On espère qu'on passe entre les gouttes. Ouais. Et merci encore. Merci à vous.